c'est l'émission spéciale radio que je vous propose d'écouter maintenant. Quelques extraits d'émissions, des interviews, des voix connues et moins connues. Toutes les radios seront présentes à ce rendez-vous. Durant 1 heure, nous parlons radio sur l'antenne de Max la radio. Bruno Robles au téléphone. Comment ça va mon cher Max? Ça va Bruno et toi? Très bien. Bonjour, c'est Pascal Hernandez. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est Frédéric Martin qui nous rend visite aujourd'hui pour parler d'une part radio, d'autre part un peu famille, parce qu'on porte le nom de Martin, c'est pas pour rien. Frédéric est donc le fils de Daniel Evenou et de Jacques Martin, c'est bien ça? Je plaide coupable. C'est de ma faute, je suis tombé... Il y en a qui pourraient dire que je suis venu par hasard dans les testicules de mon père, mais non, c'était voulu, je voulais faire partie de cette famille. Très bien. Alors comment vont-ils d'abord? L'un comme l'autre, forcément mon père suite à son accident, on peut pas dire qu'il danse la gigue tous les jours, mais ça va. Et ma mère, elle est égale à elle-même, c'est-à-dire indestructible et drôle. et sur scène. Et sur scène aussi, donc elle va bien. Alors porter le nom de Martin, est-ce que c'est facile ou difficile? C'est facile parce que Martin, personne se doute, quoi. Enfin, se douter de quoi? Que j'ai des parents, comme tout le monde. Pour vous, en tout cas. Oui, non, mais Martin, non. C'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, pardon, ça c'est en aparté, mais Depardieu, forcément, l'amalgame est plus facile à faire. Martin, c'est le nom le plus répandu en France, donc je pense pas le porter sur mon visage. Donc vous êtes un anonyme parmi les Martins. Exactement. Enfin, je veux dire, professionnellement, c'est un peu comme partout, on finit toujours par venir te voir en disant mais au fait c'est vrai que, mais jamais j'ai utilisé ça pour travailler et encore moins pour me faire embaucher. Donc sinon je serais, en fin de compte, si je voulais, je gagnerais bien ma vie aujourd'hui parce que franchement c'est facile d'utiliser ça. C'est quand même un milieu, c'est un microcosme, hein, donc si on a envie de tirer les grosses ficelles, on les a. Je veux dire, il y en a certains qui ne se gênent pas. C'est pas une histoire par rapport à d'autres, c'est une histoire. Je suis comme ça, moi. Donc c'est une volonté d'arriver tout seul. Exactement. En tout cas, c'est comme ça qu'ils m'ont élevé l'un et l'autre, quoi. Je veux dire. Ça a commencé comment pour vous justement? Moi, dans l'enceinte de la famille, déjà, c'est la famille qui vous a donné envie de passer sur scène et puis devant le micro. On y reviendra après. Non, parce que j'étais pas. Enfin, j'ai été un clown très tôt, mais j'avais pas d'envie de scène, ça ne me... Quand on a des parents comme ça, quand même, ça donne envie, non? Non, moi je regardais ça, mais je me disais pas, j'ai envie de faire ça. J'étais drôle dans la vie, mais pas... Alors à l'école, j'étais enfermé, et c'est venu par le biais d'une prof de français qui m'aimait bien. J'étais un bon élève en français, et lors d'une récitation, où j'ai dû aller faire au tableau, le truc cauchemardesque, quoi, mais elle trouvait que je parlais juste, elle m'a proposé de rentrer dans son cours de théâtre parce qu'elle cherchait des jeunes comédiens pour monter un Marivaux, et moi j'ai dit oui. Et puis, parce que je me suis dit ça va être mieux pour passer en seconde, quoi. Et puis en fait j'ai pris goût, et d'entrée je me suis mis à écrire, en fait. J'ai commencé à prendre des notes de ce que je disais, parce que je voyais bien qu'il y avait un impact humoristique, et en même temps que j'ai commencé à faire mes gammes en tant que comédien. Enfin, j'ai les cassettes vidéo, c'est dramatique, quoi. On parle comme ça, on chante, mais bon, voilà, c'est drôle. Donc vous écrivez beaucoup et vous jouez beaucoup. Ouais. J'écris beaucoup, oui. Les deux, la préférence dans les deux? C'est pas dissociable. Parce qu'en général, je joue ce que j'écris, donc le travail n'est pas... Il n'y a pas une pause entre les deux, c'est un tout, ça va ensemble. Donc est-ce que l'acteur arrive à engueuler l'auteur de temps en temps, ou vice-versa? Non, c'est pour ça qu'il faut avoir un metteur en scène et être entouré d'amis bienveillants, parce que moi j'ai tendance forcément à partir un peu... Je suis un peu, une forme de mise en abîme de moi-même parfois. Je ne me rends pas compte des limites, je tuerais mes parents parfois pour faire un gag, donc faut me cadrer en général. D'accord, et donc ça va du rire aux larmes, tous azimuts? Aux larmes, non. Dans le spectacle de ma mère, il y a un passage, et c'est voulu, où c'est la première fois que je me risquais à mettre un peu d'émotion dans mes propos, enfin dans ce que je lui faisais tenir comme propos, mais ça passe très bien. Et quand j'écris des chansons, là j'arrive aussi à être plus tendre. Mais sinon, dès que moi je me mets à écrire, non, je vais tout de suite vers l'humour, quoi. C'est naturel. Max, la radio, la fontaine des ondes. Tu adores les médias, mais tu aimerais en savoir plus? Radio, télé, musique, actualité. Connecte-toi vite sur le www.coulissemedia.com. Viens découvrir les dernières interviews de tes animateurs préférés. Un seul site,
www.coulissemedia.com. Viens vite, on t'attend. www.coulissemedia.com. Vous écoutez Radio Andorre, la radio des Pays d'Oc. C'est vrai que dans le cadre de cette émission, on écoute beaucoup de vedettes de la radio. On écoute beaucoup la radio des années 70, 80, 90. Mais il y a aussi les moments difficiles qu'a connu la radio FM en 1983. Je vous propose de retrouver le 28 août 1983 ce qui se passait sur Ici et Maintenant. Et vous allez entendre également la voix du ministre de l'époque, Monsieur Filiou. Vous êtes sur Ici et Maintenant, 99.4, c'est en FM, c'est en mono, c'est le marathon de la liberté. Il se peut que nous interrompions très brièvement la diffusion de cette bande si l'un ou l'autre des journaux télévisés parlait de ce qui s'est passé sur la bande FM ce matin à Paris. Davantage de nervosité. Rue des Pyrénées, dans le 20e, pour la saisie de Radio Voca, la Voix des Antilles, une radio contestataire qui avait fait savoir son intention d'en venir aux armes en cas d'intervention de la police. Depuis 6 heures du matin, d'importantes forces de police bouclaient donc le quartier en prévision d'incidents qui ont bel et bien eu lieu, comme en attestent ces 2 vitrines brisées. 28 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles Georges Faisan, le fondateur de Radio Voca. Les opérations de police se sont déroulées sans incident ni interpellation. En revanche, 6 personnes ont été interpellées au siège de Radio Libertaire ici, et surtout des incidents ont opposé des amis de Radio Voca dans le 20e arrondissement aux policiers venus saisir le matériel de la radio indépendantiste antillaise. Ces opérations montrent bien que le gouvernement est décidé à faire taire les radios. J'imagine bien que c'est pas agréable, en effet, de devoir recourir à des interventions policières. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent, enfin c'est les animateurs de ces radios, comprennent que le moment est venu, après si longtemps, de respecter la règle qui est la règle commune. Ça, c'est la situation à Paris qui est la plus difficile, mais que dans le reste de la France, les choses se passent très bien. Ouais, voilà, bien, je crois que cette interview de M. Filiou donnée le 20 août 1983 en est à sa 7e ou 8e diffusion sur les différentes chaînes de télévision. Max, la radio. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Plongez dans l'univers de la radio avec Max Lafontaine. Découvrez les meilleurs moments de la radio. Reportages, interviews, invités, extraits sonores. La radio qui parle de la radio, c'est tous les jours à 10h, 19h et 4h du matin. 30 ans de radio, c'est important. 30 ans de radio, ça se fête. 30 ans de nocturne donnent lieu à une véritable pluie d'étoiles. Des anciens jusqu'aux nouveaux, des patrons jusqu'aux employés, des techniciens jusqu'aux balayeurs. Ils étaient tous là pour fêter Georges Lang. Alors voici la suite de Saga, la saga de Georges Lang sur RTL. On en profitera pour évoquer RTL, bien sûr, des années 70. On évoquera également Bernard Chu. Écoutez plutôt, voici Éric Jean-Jean, saga Georges Lang. 1971, nous sommes très loin de la radio Luxembourg de Papa. Rue Bayard, la station est bel et bien installée derrière sa devanture, réalisée par Vasarely, signe de l'air du temps. Derrière le micro, Exit, Zapimax et autres familles du raton. Sous l'impulsion de Jean Farand, grand patron de l'époque, Radio Luxembourg devient RTL. On entend de jeunes voix, Anne-Marie Pesson, Fabrice ou encore Jean-Bernard Hébé donnent à cette dernière ces nouvelles lettres de modernité. Fort de son peu d'expérience en la matière, mais d'une formidable passion pour la musique et d'une volonté tenace, c'est d'ailleurs l'un de ses principaux traits de caractère, Georges Lang décide de prendre rendez-vous avec le patron des variétés. Il veut lui proposer une émission de nuit. Roger Crécher le reçoit et lui répond que les émissions de nuit sont diffusées depuis le Grand-Duché et qu'il y a déjà un animateur en place. Mais pourquoi pas faire un essai ? À l'époque, on ne s'embarrassait pas avec ce qu'on appelle aujourd'hui des maquettes ou des pilotes, c'est-à-dire des émissions enregistrées dans les conditions du direct, on testait en direct. Là, vous...
C'est une nuit de décembre 71 que Georges Lang fait sa première apparition sur les ondes d'RTL. Les studios sont austères, une pièce, haute de plafond, Dupont attaché à une chaîne le micro et en son centre une table en tôle ondulée. À l'instar de leurs confrères anglais, les animateurs français ne travaillent pas encore à la console. Comprenez que ce ne sont pas eux qui manipulent. De l'émission en elle-même, Georges avoue volontiers n'avoir à ce jour que peu de souvenirs, hormis le fait d'avoir longuement préparé sa programmation musicale avant, avec ses propres disques. Bah oui, ses propres disques, car, et c'est peut-être de là que viendra la différence avec tous les autres, Georges Lang n'est pas simplement une voix remarquable, ni même un grand DJ, il est principalement programmateur musical. Et programmateur musical, c'est quelqu'un qui non seulement choisit les disques qui vont plaire à ses auditeurs, mais aussi et surtout sait les classer dans un ordre tel que les morceaux s'unissent dans une harmonie parfaite. Le mélange subtil d'une dextérité technique et d'une vision sonore auquel il est très attaché depuis le début. Connaissant son tempérament de perfectionniste, on peut même ajouter qu'il est extrêmement pointilleux, confirmation par Claire, sa propre femme. Il peut nous pourrir un week-end entier à cause de ce qu'il considère lui comme un mauvais enchaînement. Il peut nous dire, bah, tiens, c'était quand même mauvais, en espérant qu'on dise, mais non, ça allait. Donc oui, il peut être malade d'un mauvais enchaînement. Parce qu'il prépare beaucoup ces enchaînements. Bah oui, c'est ça aussi, les nocturnes. C'est de Paris que Roger Crécher va écouter l'enregistrement de son essai. Convaincu, il décide qu'une participation à l'antenne de nuit est envisageable, mais du Luxembourg. Début 72, Georges collabore aux émissions de nuit sur RTL à l'époque, et pour garder une certaine autonomie de gestion, même si la plupart des programmes étaient diffusés depuis Paris, certains moments du week-end et les nuits devaient l'être du Grand-Duché. Aussi, chaque semaine, Jean-Pierre Imbach et Bernard Chu débarquaient de la capitale française pour assurer respectivement les tranches matinales et la soirée. Max Peigné aussi parfois. Bernard Chu. Le show de Chu. When are you gonna come down? When are you going to land? Anecdote, c'est d'ailleurs du Luxembourg et dans la voix de Guy-Pierre Bennett que va débuter l'émission culte Les routiers sont sympas. Au départ de ce dernier, pour la rue François 1er, Roger Crécher proposera d'abord à Georges de reprendre le flambeau. Ayant remarqué de sa part un manque d'enthousiasme flagrant, c'est à Max qu'il confiera le bébé, n'attendant même pas le délai de 48 heures de réflexion qu'avait demandé Georges. Un choix qui, il faut bien l'avouer, a soulagé notre rocker. N'oublions pas que si Georges Lang fait de la radio, c'est aussi pour avoir la latitude d'enchaîner 3 disques sans parler. Georges va très vite trouver un terrain d'affinité avec Bernard Chu. Précis, méticuleux et extrêmement doué, ce dernier avait la radio dans le sang. Ses shows étaient exemplaires de précision. Il allait jusqu'à travailler au chronomètre, accessoire dont il ne se séparait jamais. Ici Bernard Chu. Fréquence import, fréquence import, fréquence import, fréquence import, fréquence import, fréquence import. Lorsque la direction confie la tranche 22h minuit du samedi à Georges Lang, les deux hommes font plus ample connaissance. À l'époque, Bernard diffusait de la musique de tous les horizons, mêlant les Who à Léo Ferré en passant par Mansé et les Beatles. De son côté, Georges aimait les groupes anglais, le rhythm and blues, les productions californiennes, le blues et le jazz. Deux styles qui vont s'imbriquer parfaitement et les deux hommes vont travailler en symbiose. Une fois l'antenne rendue et les émissions bouclées, ils passeront des nuits entières à refaire le monde et imaginer une radio qui leur ressemblerait. Une radio dans la radio. Cette radio, elle va bientôt voir le jour. Avec ta voiture, ta petite Tu écoutes Louvigny, de minuit à 3h du matin. Avec ta voiture, C'est un document que j'ai pas, ça. Tu écoutes Louvigny 2 de 3h à 5h du matin. Ça, il faut me donner.
Je te les donnerai tous les documents, Georges. Printemps 73, la direction d'RTL décide que l'antenne ne doit plus s'arrêter et que les nuits iront jusqu'à 5h du matin. Les deux hommes se voient confier les tranches minuit 3h et 3h 5h. Deux tranches horaires qu'ils baptisent Louvigny 1 et Louvigny 2. Mais Jean Farand n'aimait pas ces noms. Georges et Bernard vont plancher toute une nuit et proposent enfin le titre Les Nocturnes. Oui, alors on me demande toujours si c'est Bernard ou c'est moi qui suis l'origine de cette appellation. On ne sait pas. On ne sait plus avec Bernard, on en avait parlé à l'époque où il était encore là, mais on ne peut pas revendiquer. Donc nous l'avons trouvé tous les deux. Voilà. Et en tout cas, j'en sais rien. Le titre est vendu. Nous sommes le 22 mai 1973. Les Nocturnes de RTL, une émission de Georges Lang. Take it easy. J'ai dû faire ma première émission de radio en 1969. Et j'avais fréquenté cette maison d'ailleurs Europe 1, mais là j'étais étudiant, je répondais au téléphone. Je venais gagner un peu d'argent de poche en fait, et j'ai quand même eu un privilège. Je veux pas vous raconter, Max, mes guerres, mais j'ai rencontré un type exceptionnel qui m'a vraiment donné envie de faire de la radio. C'était à Europe 1. Il s'appelait Michel Lancelot. Fréquence Évasion, des nouveautés, des chansons souvenirs. Fréquence Évasion, le meilleur de la musique. Les débuts de la FM, janvier 1982. Je vous propose de retrouver deux personnages qui sont devenus célèbres par la suite. Le premier, c'est Antoine Decaune, qu'on ne présente plus. Le second, c'est Jackie, du Jackie Show, du club Dorothée. Je vous propose de les retrouver tous les deux en 1982 sur Cité 96, futur Skyrock. Jeunes amis auditeurs, vous pouvez téléphoner, faire des pétitions, faire tout ce que vous voulez. Il faut absolument supprimer ces deux-là. Nous, on peut rester, on revient à Any Trouble. Alors, oui, Any Trouble, mon vieux Jackie, oui, un groupe un petit peu costellien, il faut le dire. Un peu costellien, oui. Et pourquoi parce qu'ils sont le même label que Costello au départ. Costello était sur Steve. En l'occurrence Any Trouble sont sur Steve. Le chanteur d'Any Trouble a des lunettes. Oui. Elvis Costello a des lunettes. Oui. Voilà. Ils sont influencés par Costello. Parfait, vous voyez, dans les épatants, vous avez des informations capitales. Jusqu'à 20h. Vraiment intéressantes. Et on va continuer avec un autre groupe de Steve qui s'appelle Department S et un morceau qui s'intitule I Want. Max, la radio, la fontaine des ondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, le son. Bonjour. Bonjour Max. Max, la radio. Eh ben c'est gentil. Salut Max. Max, la radio. À très bientôt, j'espère. Et maintenant, chers auditeurs, une page de publicité. Ou la réclame, comme on le disait à l'époque, car je vous propose d'écouter une véritable publicité de l'époque, des années 50-60, qu'on a écouté à la radio, pour une marque de petits déjeuners que vous allez reconnaître au passage. La pub, dans ces années-là à la radio, ça donnait ça. Oh, mais je vais bientôt me coucher, mon papa. Eh ben, bonsoir, ma petite Nanette, bonsoir. Oh, mais ça me rend triste de te quitter pour si longtemps. Ah oui, 12 heures, c'est la moitié d'une journée. 12 heures, quand on pense qu'on reste chaque nuit 12 heures sans manger. Et c'est pour cela qu'il faut au réveil un petit déjeuner particulièrement nutritif, comme Banania. Bien sûr, sinon impossible de tenir jusqu'à midi sans ressentir un creux dans l'estomac vers 11 heures du matin. Et avec Banania, rien à craindre, des crèmes de céréales et de bananes, des phosphates, voilà ce qui fait de Banania le plus nutritif des petits déjeuners. Et n'oublie pas, bon papa, le plus économique. Ah oui. À l'achat, Banania est économique si on compare le poids et le prix des boîtes. C'est vrai. À l'emploi, Banania est économique car il en faut très peu. Très peu. Étant donné la richesse de sa composition. Et puis bien sûr, y a bon Banania. Petit déjeuner délicieux. Banania. Goûter entre mets savoureux. Banania. Tu fais tes comptes, mon papa? Oui, je fais les comptes de la maison et ce n'est pas drôle. D'une fois à l'autre, on ne s'y retrouve plus. T'as quand même des points de repère. Quoi? Banania, par exemple. Ah, ça, tu as raison, Banania, oui. Banania, ça, c'est vraiment avantageux. Quand on compare le prix des boîtes de Banania et leur poids, on se rend compte que c'est vraiment bon marché. Et quand on achète Banania par boîte d'1 kilo carton, alors là, on réalise une sérieuse économie. Et puis, as-tu remarqué comme ils durent longtemps, les boîtes d'1 kilo? Il faut si peu de Banania pour chaque déjeuner, étant donné la richesse de sa composition. Bah oui, Banania, c'est pas un simple mélange de cacao et de sucre, hein. Banania contient aussi des crèmes de céréales et de bananes, et puis des phosphates. Un véritable repas onctueux, nourrissant. Un repas bon marché. Et un repas délicieux. Y a bon, Banania. Petit déjeuner délicieux. Banania. Goûter entre mets savoureux. Banania.
Max, la radio. Évadez-vous en Californie. Los Angeles. And don't it make my brown eyes blue? Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. CBS FM. Écoutez WRTL. George Locke. Toute la musique des États-Unis. The others. Doctor, golden grapes. Keep on running. Power plant. Oh well. WQXI. Les Montons. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Fréquence Évasion, info, musique, interview et détente. Première diffusion de Discorama à la télévision en 1972. Sa productrice, présentatrice, Denise Glaser, était reçue en 1983 par Philippe Bouvard. Quelques souvenirs et vous allez réentendre également la voix de Serge Reggiani. Nous avons inscrit au tableau d'honneur, parce que 13 ans de Discorama, 600 numéros différents, ça nous a semblé mériter un très très large coup de chapeau. Comment vous faites pour susciter les confidences de vos invités, vous ? Ben, je ne fais rien. Je leur dis bonjour et j'attends, et ça vient. Oui. Quelquefois, vous n'attendez pas trop longtemps ? C'est ce qui explique le silence. J'attends. J'attends jusqu'à ce que ça arrive. Il y a des chanteurs merveilleux qui ont l'air de chanter, mais qui parlent sur une musique, ou presque, et qui sont de merveilleux chanteurs. Serge Reggiani, je suis ravie d'avoir entendu aujourd'hui quelqu'un me dire... Je suis sans doute un homme heureux et en tous les cas, j'ai fait ce que j'ai choisi. Je crois que votre progression est la bonne, enfin j'en ai la certitude aujourd'hui, puisqu'elle vous satisfait. Et je crois que rien n'arrive jamais trop tard quand on le mérite. Oh non, pas du tout, je suis au début de ma vie. Si nous inversions les rôles... Oui. La logique glasérienne voudrait que tandis que vous parlez, on me photographie moi. Oui, ça serait pas une si mauvaise idée. Non, mais c'est vous la solution que vous avez adoptée. C'est mon metteur en scène qui l'a adoptée. Bon, vous ne lui interdisez pas. C'est-à-dire qu'on s'est quand même aperçu d'une chose, et ça c'est pas ni moi ni lui qui l'avons inventé, c'est que ce que dit quelqu'un est quand même mis en relief par l'intérêt qu'il a l'air de susciter chez la personne qui l'écoute. Oui, c'est un principe d'ordre général, donc il faut essayer de ne pas voir la personne qui parle. Et maintenant, une émission culte de la radio sur France Inter. Cette émission est née en 1968, créée par Jacques Chancel, qui en était également l'animateur. Tous les jours, à 17h, je crois, il recevait des personnalités de tous ordres et c'était un entretien intime entre Jacques Chancel et son invité. Depuis 1968 jusqu'en 1982, ça a été repris ensuite toujours sur France Inter, toujours par Jacques Chancel et toujours avec le même indicatif. L'émission, c'était Radioscopie. Marc et Sophie. Ah bah voilà, ça c'est impeccable, évidemment, la blouse. Partenaires dans la vie et au boulot, Marc et Sophie, c'est un couple résolument moderne, quitte à faire bisquer la belle-mère. Journaliste d'ailleurs. Oui, évidemment. Est-ce que tu crois qu'un jour, on va dire, en s'adressant à Sophie, Madame Marc, hein? Non, ça non. Non, si ça continue, je vais te dire, non seulement on ne lui dira pas Madame Marc, mais toi, on finira par t'appeler Monsieur Sophie. Max, la radio. Vous rappelez-vous de Joe Mannix? Bien sûr que vous vous rappelez de Joe Mannix, interprété par Mike Connors. Ça se passait à Los Angeles et la série Mannix que je vous propose de retrouver sur Max la radio. Marquez, c'est l'heure, hein, après tout. Madame est servie. Je vous en prie. Passez à table. Madame est servie, c'est bien sûr le feuilleton dont je veux parler. Vous allez écouter la musique de l'indicatif, diffusée le 26 janvier 1987, d'abord sur Antenne 2, on se rappelle peut-être pas vraiment, puis ensuite sur M6. Le rôle principal tenu par Tony Danza dans le rôle du domestique, Tony Michelli et Alissa Milano dans le rôle de Samantha. Madame est servie. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur.
Le lion s'appelait Clarence. Il avait une particularité, il louchait à côté de lui de nombreux animaux de la jungle. Normal, ça se passe en Afrique. Le feuilleton, c'était Daktari. Écoutez la musique. La radio. Max. Marie Pervenche. Je suis parfaitement consciente que dans ce commissariat, je suis que la 5e roue de la brouette. En 84, Daniel Evenou joue une contractuelle qui mène l'enquête. Pas évident dans un monde d'hommes. Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même, hein? Surtout vous! Une minable, une bonne à rien, tout juste capable de griffonner des contraventions. Et quand je dis griffonner, c'est le terme exact, hein? Parce qu'elles sont toutes illisibles. J'ai l'honneur de vous remettre ma démission. Votre démission, pourquoi? Parce que je ne saurais pas poursuivre une carrière dans la police sous les ordres d'un chef défaillant et qui ne peut pas s'empêcher de m'humilier dès qu'il le peut. Quoi? J'exige des excuses. Vous les avez? En plus, moi j'ai une très belle écriture. C'est tout? Et je veux un après-midi de congé. Max, la radio. L'émission se termine. J'espère que vous avez passé une bonne heure à notre compagnie avec la radio de la radio. C'est fini.